proche. Merci. Merci beaucoup. Michel Fanger. Madame la Présidente, Madame Cardan-Cotz, merci pour cet exposé extrêmement passionnant que nous attendions tous avec beaucoup d'impatience. Madame la Présidente a parlé au début des relations difficiles actuelles avec la Russie, même si nous avons des objectifs bien sûr communs, la lutte contre le terrorisme, la limitation de l'arme nucléaire ou le règlement politique, même si pas tout à fait celui que nous envisageons avec la Syrie. Ceci dit, la Russie inquiète aujourd'hui par sa position en Ukraine, par son alliance avec le régime syrien, ses intimidations à l'égard de pays européens évoquées notamment dans la récente revue stratégique française. Les pays baltes et la Suède en particulier s'inquiètent beaucoup de cette menace. Que veut exactement la Russie en adoptant cette posture, même si vous nous avez donné une grille de lecture qui nous permet de mieux comprendre? Faut-il voir simplement la tentation impérialiste d'un régime autoritaire ou les désirs d'une revanche d'un pays humilié dans les années 90? Quel monde souhaite réellement la Russie? Les ressorts profonds de cette politique étrangère par Vladimir Poutine, la grille de lecture, je l'ai indiqué, vous nous avez donné quelques éléments de compréhension, mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir quelle est la position, quelle est la stratégie de la France, quelle est celle qu'elle devrait adopter aujourd'hui en réponse, selon vous? Merci. Très concret. Alors, deuxième point, je voudrais intervenir. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que, au fond, la relation avec la Russie, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que c'est le désir de revanche? Est-ce que c'est un empire qui veut se reconstituer? Je crois qu'il faut être réaliste. Il y a l'humiliation, j'y reviens, parce que ce n'est pas une plaisanterie. C'est quelque chose de très profond pour un grand peuple, qui a tout de même le sentiment d'avoir une vieille histoire qu'on tient pour rien du tout. Et alors, je voudrais insister sur un point, c'est que nous passons notre temps à expliquer aux Russes ce qu'ils veulent faire de la démocratie, etc. La Constitution russe, déjà, elle a été écrite par les juristes français. Ce sont les professeurs de l'université française, un certain nombre dont certains ont été auditionnés par vous, qui ont été aidés à faire cette Constitution. On n'improvise pas véritablement une mentalité démocratique en peu de temps. Et ce qui est en train de s'installer dans la tête des Russes, comme dans la tête des Chinois, comme dans la tête des Indiens, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle de démocratie, c'est qu'on n'a pas le droit d'imposer un modèle, mais c'est que chaque pays doit, sur un certain nombre de droits accordés à la société, doit aussi tenir compte de son histoire et de sa culture. C'est une évolution qui est en train de se produire. En 1990, tout le monde disait la démocratie, vite, on fait comme vous. Maintenant, c'est plus pareil et ça correspond à un mouvement qui est d'une grande ampleur, qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire tout simplement le droit pour chaque pays d'inclure dans le respect des sociétés ses propres usages, l'héritage de son histoire, des particularités. Il faut mépriser ça, et ça rend nos leçons de morale assez insupportables. Mais alors donc, si vous voulez, c'est le désir, je dirais, de revenir sur cette humiliation. Il y a un point sur lequel on ne peut pas plaisanter. La Russie, Poutine n'entend nullement reconstituer un empire. Et je voudrais tout de suite dire que sa phrase « la fin de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique » a été très mal comprise. Solzhenitsyn a d'ailleurs expliqué le sens du mot catastrophe. La catastrophe, c'est ce qui ébranle une société. C'est tout. Et ça a été... ça n'est pas... Il faut revenir là-dessus. Poutine, et comme les Russes, tout le monde sait que l'empire, c'est terminé. Il n'est pas question d'empire. Mais il y a un désir tout de même d'une part, d'être reconnu, et deuxièmement, de vivre normalement avec ceux avec qui on doit vivre normalement. Et là, se pose la question de l'Ukraine. Nous ignorons tout à fait que l'Ukraine, c'est en partie la Russie. Leurs histoires sont communes. Kiev est le berceau de la Russie. N'oubliez pas quand les Russes ont renoncé à l'Empire, ils ont renoncé à leur berceau. C'est comme si nous renoncions à Paris. Enfin, il faut tout de même pas négliger ces faits. Et dans chaque famille russe, il y a un Ukrainien. Dans chaque famille ukrainienne, il y a un Russe. C'est une relation, je dirais, d'une nature particulière. C'est une relation familiale. La rupture avec l'Ukraine est impensable. Mais il ne s'agit pas de reconstituer un empire. Ce dont les Russes avaient rêvé, c'est, au fond,
une espèce de Commonwealth. La notion de Commonwealth, le Commonwealth l'aura beaucoup. C'est raté. C'est raté parce que tout le monde y a mis du sien, et notamment les révolutions d'heure ont été un élément de désagrégation de cette espérance. Bon, je crois que c'est parti perdu. Ce que les Russes essayent, c'est aujourd'hui, c'est de forger cette union d'Eurasie, union économique eurasienne, le rêve actuel, c'est-à-dire l'union avec le Kazakhstan, la Kirghizie, l'Arménie, la Biélorussie. Et dans ce dessin, il faudrait l'Ukraine, évidemment. Alors ça, c'est un autre problème, mais l'histoire n'a pas fini de s'écrire. Donc je crois que laissons de côté les visées impérialistes. Alors, il y a un rêve. C'est effectivement, et ce rêve est en train de se réaliser, que la Russie soit considérée comme une puissance. Pas comme une super grande puissance, mais une puissance qui, grâce à ses systèmes d'alliance, existe sur la Terre. La Russie, en 1990 et même en 2000, n'avait qu'une seule idée, c'est d'entrer dans la famille européenne et dans la famille occidentale. Mais maintenant, 18 ans ont passé. 18 ans ont passé, les désillusions sont là, et l'idée, c'est maintenant qu'il faut être dans les autres pôles aussi, et que ces autres pôles peuvent véritablement maintenant changer le paysage géopolitique, ce qui est en train de se passer. Les BRICS, à cet égard, sont très importants, c'est-à-dire qu'il y a les pays qui eux-mêmes ont des sentiments d'humiliation, qui ont vécu des changements difficiles. Alors, dans les BRICS, la Russie n'est pas le pays le plus peuplé, loin de là. Elle n'est pas le pays le plus riche, loin de là. Mais elle a le sentiment que ça, c'est une des alliances possibles, exactement comme le groupe de Shanghai, exactement comme tous les autres groupes. Et je crois que l'idée alternative qu'on puisse courir vers, je dirais, une monnaie différente, non pas détruire complètement le dollar, mais tout de même multiplier les monnaies de référence, c'est une idée qui est tout de même dans l'esprit des fondateurs du BRICS, comme elle est d'ailleurs quelque part dans l'esprit du groupe de Shanghai. Les Chinois considèrent peut-être que leur monnaie peut jouer un rôle à un moment donné. Donc tout ça, c'est un avenir qui s'esquisse, c'est une vision d'avenir, ce n'est pas immédiat, mais la Russie ne se trouve plus isolée. Elle est dans tous ces groupes. Ne vous inquiétez pas, je viens tout de suite sur la Russie. Je voudrais juste dire que les rapports France-Russie sont des rapports fondamentaux. Nous sommes complètement détruits par un livre que vous avez tous lu et que nous avons tous admiré, qui est La Russie en 1839, du marquis de Custine, qui est un livre admirable sur le plan littéraire. C'est le fondateur de la littérature de voyage, mais c'est un livre qui est tout de même pervers, parce que vous savez que, si vous l'avez bien lu, que quand Custine a traversé la Russie, il a bien pris soin dans sa galèche de tirer les rideaux, tellement il avait peur de la police. Alors quand on prétend décrire un pays qu'on a traversé rideaux tirés, surtout pour ne pas être vu, on ne voit pas grand-chose non plus, c'est-à-dire qu'il a transposé ses peurs sur la Russie, et je dirais que les stéréotypes dans lesquels nous vivons, ils sont hérités de Custine. Il ne faut pas vous y tromper. Nous sommes tout à fait sous l'influence de Custine. Il n'en est pas moins vrai que nous sommes la référence culturelle en Russie aujourd'hui encore, mais que nous ne pouvons pas compter éternellement. Je dirais, les Russes, ils ont une passion pour la littérature française, pour l'histoire de France. Enfin, Napoléon est plus populaire, bien plus populaire chez les Russes qu'en France, et ce ne sont pas eux qui auraient laissé passer l'histoire napoléonienne comme on l'a laissé passer. Mais tout ce qui touche à la France est fondamental pour eux. Le général de Gaulle avait très, très bien compris, il a compris qu'on pouvait jouer là-dessus. Nous considérons que c'est secondaire, mais ça fait partie de notre habitude que nous avons maintenant. Alors, je pense que le président Macron en a conscience. Et il le dit, et je le crois. Nous considérons que le culturel est secondaire. En tout cas, que c'est un luxe. Que ce qui est important, c'est de faire du business. Le résultat, je le disais tout à l'heure, un pays comme la Pologne. En Pologne, enfin, les Polonais parlaient français. Aujourd'hui, le français est passé en 4e position, derrière le russe, derrière anglais, allemand, russe et français. Écoutez, quand on voit ce recul,
il est clair qu'on ne peut pas se dire que nous sommes la référence culturelle pour qui que ce soit ou que nous le resterons. C'est une bataille qu'il faut mener. Hein. Nous avons un prestige culturel extraordinaire, nous avons un patrimoine, et un patrimoine d'échange. Enfin, nous aimons leur patrimoine et ils aiment le nôtre. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur l'idée que nous sommes tellement beaux et tellement bons que continuerons à nous aimer malgré les sanctions, malgré une attitude méprisante. Ça me paraît fondamental, ça. Alors, la Syrie, parce que ça, c'est extrêmement important, évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure, la Syrie fait partie des investissements russes, mais elle fait partie de l'idée qu'a la Russie qu'il est... C'est Poutine qui a été capable de le ranimer, qu'il est des lieux où l'histoire... Car Poutine est très féru d'histoire. C'est un homme qui est obsédé par tout le patrimoine dont il est porteur. L'histoire a toujours conféré un rôle à la Russie en Orient. Et il n'y a pas de doute. Et au Moyen-Orient particulièrement. Les chrétiens d'Orient, les positions que l'on a eues. Et à cet égard, il était forcément tenté de profiter de la situation. Mais il y a un point que nous ne pouvons pas sous-estimer, c'est la menace islamique. C'est ce qu'elle représente pour les Russes. Il y a deux menaces que l'histoire syrienne, je dirais, illustre. La première, c'est la menace des gouvernements de couleur, de la déstabilisation des États. Bon, la Russie a sur le cœur, d'une part, l'histoire d'Irak. Hein, tout a commencé avec l'histoire d'Irak en 2003. Alors bon, grâce au ciel, nous n'avons pas trempé dans cette affaire, mais ça a déstabilisé complètement. Et on peut dire que... et tout de même, à partir de quoi? À partir d'un mensonge d'État dont personne ne reproche à l'ancien président des États-Unis et aux États-Unis d'avoir fondé leur politique là-dessus. Là aussi, si vous voulez, dans l'humiliation russe, il y a ça, l'idée qu'on peut faire n'importe quoi quand on est américain, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on n'est pas américain. Je veux dire que c'est... Deuxièmement, la déstabilisation en Libye, dans laquelle, hélas, nous avons trempé. Or, pour les Russes, ce n'est pas un problème annexe. Ce n'est pas seulement le problème d'empêcher des gens de venir sur leur sol, déstabiliser le pays. La Russie est un pays qui a, dans ses frontières, plus de 15 millions de musulmans. Des musulmans ce ne sont pas des migrants, ce sont des gens qui sont chez eux, qui n'ont... Enfin, c'est leur histoire, c'est leur vie. Et l'action entre Russes et musulmans est une réalité historique de très longue durée. Et elle est réussie dans l'ensemble. Sauf que le mouvement islamique qui se développe est un mouvement qui tient ces musulmans de Russie pour des proies tout à fait remarquables. Le Caucase, toute la ligne de la Volga sont la proie d'une intense propagande islamique qui change la nature de ces sociétés musulmanes qui étaient, je dirais, habituées à vivre avec les Russes, habituées à cohabiter avec le christianisme, et qui maintenant, dans cette atmosphère générale, se sentent différents. Ceux d'entre vous, vous faites partie du groupe d'amitié qui sont allés au Tatarstan, le savent. Le pays tatar est un pays où incontestablement la place de l'islam est devenue politique. Et je dirais que quand nous avons des définitions absolument démentes, radicalisées, ça ne veut rien dire. Le phénomène, ça s'appelle l'islam, cette volonté de l'islam de s'affirmer comme puissance, comme communauté politique, et comme communauté politique qui est capable d'enrober des sociétés. Bon, c'est ça qui existe. Et les Russes ont ça. Chez eux, 15 millions, et à leur frontière, toute la frontière qui va jusqu'à l'Afghanistan. Bon, comment est-ce qu'on peut espérer qu'ils regardent? Bon, alors, la Syrie, c'est ça d'abord. C'est aussi, justement, la déstabilisation, les révolutions de couleur. Les Russes sont paniqués à l'idée. Croire que Poutine est amoureux de Bachar el-Assad et qu'il le tiendra dans ses bras jusqu'à plus soif, c'est une erreur. Son problème n'est pas Bachar el-Assad, son problème c'est qu'il y a au pouvoir un homme et qu'on n'aura pas, tant qu'il est là, ça ne sera pas comme en Libye, ça ne sera pas comme en Irak, etc. etc. Bon, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Mais en revanche, il a vu qu'à travers ça se dessinait un nouveau paysage où la Russie peut récupérer d'abord une position en Méditerranée. Tartous, c'est très important. C'était une vieille
position russe, mais qui cette fois-ci est solide et dont Bachar al-Assad a besoin, même quels que soient les règlements, la Russie ne lâchera pas là-dessus. Hein. C'est quelque chose de fondamental désormais. Donc il y a d'une part la barrière contre l'islam et dont la Russie, alors bon, que les Russes bombardent d'autres gens que Daesh, mais il n'y a pas que Daesh. Enfin, je veux dire qu'on est dans un contexte général de déstabilisation sur lequel se greffe cette montée de ce qu'on ne peut pas appeler radicalisation, qui est véritablement une reconquête islamique, une vision islamique de la reconquête. C'est ça que ça représente. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre, mais pour les Russes, c'est une réalité. Ça explique pourquoi Poutine mène une politique islamique à l'intérieur extrêmement positive, c'est-à-dire véritablement, il affirme le caractère national, le caractère russe de l'islam. Il vient de construire une mosquée magnifique à Moscou, mais il l'a construit en réponse à quoi? Aux prières de rue. Il y en avait autant qu'ici. Et les prières de rue se sont apaisées parce que précisément, il a montré qu'il entendait. Il a montré que, oui, ils sont chez eux aussi. C'est très ambigu la politique russe à cet égard. Mais c'est une tentative réussie jusqu'à présent de dominer tout de même le problème et de maintenir la cohabitation qui a existé depuis des siècles. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça la Syrie. Grâce à ça, du coup, la Russie se replace dans un paysage international où incontestablement, elle a réussi tout de même, je dirais, à dominer les rapports avec la Turquie. Ça n'est pas simple. Et on pourra revenir sur la question kurde, parce que les Russes connaissent mieux que quiconque l'histoire kurde, puisqu'ils ont agité une république kurde, une république du Kurdistan dans la Seconde Guerre mondiale. Ils savent comme c'est aisé de manipuler ou de ne pas ou d'écraser les Kurdes. Les rapports avec Israël, où la Russie s'est tout de même positionnée comme un pays qui peut parler à Israël, personne n'ayant réussi, il est clair que de toute façon, le paysage reste ouvert. Et puis l'Iran, parce que tout de même, entre la Russie et l'Iran, les intérêts communs sont considérables. Donc tout ça fait un paysage général sur lequel il faut tabler. Alors je voudrais un dernier point, je voudrais dire à propos de la Chine, que tout de même, la Russie joue une carte asiatique désormais. Elle est consciente désormais que le monde ayant basculé, c'est autour du Pacifique qu'il est important d'être présent. La Chine et les grandes puissances, c'est très compliqué les rapports entre la Russie et la Chine. Il y a le déséquilibre de population à 150 millions et 1,5 milliard, ou 147 millions et 1,5 milliard. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que les uns et les autres ont au moins maintenant le sentiment que quelque chose se joue dans cette région. Et que la Russie, essayant, elle s'est replacée, car c'est tout de même, il faut réfléchir, ce n'est pas elle qui avait inventé le groupe de Shanghai, ce sont les Chinois. Et les républiques d'Asie centrale étaient dedans. Et la Russie a réussi à rentrer, grâce à Poutine, dans cet ensemble comme coparrain du groupe de Shanghai. C'est assez remarquable de récupérer ça, alors que là, ce sont ses anciens partenaires. Et actuellement, Poutine s'efforce de participer aux routes de la soie, parce que les routes de la soie, c'est tout de même ça l'avenir. Alors, dernier point, ne soyons pas absents de tout ça. C'est tout de même... Bon, il est clair que la solution politique en Syrie, je ne vous la vendrai pas, je ne la connais pas. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'on ne la fera pas sans Poutine. Mais quelle solution, je ne le sais pas, et il ne le sait probablement pas non plus pour l'instant. Mais, une fois encore, ça ne veut pas dire qu'il portera Bachar al-Assad bout de bras jusqu'au bout, mais il ne lâchera pas tant qu'il n'y a pas un gouvernement dont on est sûr en Syrie. Les routes de la soie, alors là, c'est un problème, c'est le problème de l'avenir. C'est là-dessus qu'il joue aussi avec les Chinois, c'est-à-dire ce que la Russie demande, c'est à participer à ça. Et elle participe déjà aux réunions des routes de la soie, ce qui est absolument fondamental. Alors, si nous restons en dehors, je voudrais juste attirer votre attention sur un point. L'Europe, Victor Hugo le disait, nous sommes le petit cap de l'Europe, la France. Hein? L'Europe, elle est, et une fois encore, je dirais que l'Europe, c'est quoi? C'est Bruxelles, c'est le petit cap, et c'est le groupe franco-allemand qui, une fois encore, n'est pas une certitude absolue. Mais si tout se joue en Asie, ou si l'essentiel se joue en Asie, comment est-ce que nous communiquons avec l'Asie, nous? Hein? Si on ne parle pas aux Russes, nous sommes en dehors, nous sommes le petit cap. Et nous sommes en dehors de l'histoire. Je
crois que c'est un moment où justement l'histoire est en train de changer. Et on est dedans ou on est dehors. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement les problèmes sur lesquels nous avons. C'est ce nouvel équilibre. Et notre seul moyen, je dirais, de participer au nouvel équilibre, c'est tout de même de... On ne joue pas à saut de bouton avec des pays pour participer à la vie internationale. Alors par conséquent, si nous ne parlons pas avec la Russie, nous nous trouvons tout seuls.